J'ai le plaisir d'introduire le premier panel de la journée et la première communication de ce panel, qui sera présenté par Esteban Giner, Esteban Green de son surnom, qui est doctorant à l'Université de Lorraine et dont les recherches portent sur les discursivités du game design et du play design. Particulièrement, il travaille sur les stratégies discursives des jeux vidéo dans leur façon de représenter en jeu des systèmes sociaux. Et pour mobiliser les outils théoriques qu'il développe dans ses travaux de thèse, comme le continuum discursif par exemple, il analyse un corpus de jeux intitulé les Mother Tales, dont il va parler aujourd'hui. Donc il s'agit de jeux de rôle ayant un ancrage fictionnel proche d'une représentation typique de la réalité. Et les Mother Tales comprennent entre autres Earthbound, Mother 3, Undertale et Deltarune. Il va donc nous parler de ce corpus aujourd'hui et de la circulation des discours interprétatifs des joueurs autour de ces jeux-là. Et donc je vais tout de suite lui laisser la parole sur ce sujet. Et voilà, donc normalement tout le monde m'entend. Merci Fanny, bien sûr. Bonjour à toutes et tous. Tout d'abord, merci encore une fois aux organisateurs et organisatrices de ce colloque pour avoir retenu ma proposition de communication. J'en profite également de ce moment en particulier, qui est la première communication, pour également remercier donc Olivier Mocco et pour saluer aussi l'ensemble des communicants et communicantes de ces 2 journées. J'espère en tout cas que ma communication pourra vous servir de crash test dans une certaine mesure. Lorsque l'on a pour objectif de définir ce que sont les discours vidéoludiques, ici compris comme étant les significations des jeux et non les discours issus de panique morale, on tombe aisément sur tout un pan de la littérature académique en media studies qui traite de ce sujet, que cela soit au prisme de leurs impacts avec les études en psychologie sociale, de l'octorialité avec les travaux de Yann Bogost, ou encore de leur réception et de leur encastrement dans des systèmes sociaux plus larges pour ce qui est des cultural studies. Cela étant, ces travaux partent du principe que le discours, compris ici comme, je cite, l'ensemble des énoncés qui relèvent d'un même système de formation, je cite bien sûr Foucault. Donc, ce principe, ce discours, le discours précède en fait finalement son exposition à une audience. Cette perception fait notamment référence aux travaux également de Stuart Hall qui, en 1973, écrivait sur les discours télévisuels et la façon dont l'encodage précède le décodage. Dans la traduction de 1994, publiée dans la revue Réseau, Stuart Hall énonçait, je cite, « Dans un moment déterminé, la structure emploie un code et génère un message. À un autre moment déterminé, le message, par l'intermédiaire de ces décodages, débouche sur la structure des pratiques sociales. » Dans cette perspective, l'étude des discours vidéoludiques, ici donc des ensembles de messages, de significations qui seraient encodés à un moment puis décodés lors du moment du jeu, va également puiser des similarités avec d'autres notions. Donc on a par exemple Rémi Kayat qui, par son triple cadrage, parlait, car sa position a peut-être changé, de discours narratif, de discours de l'image et de discours ludique. On peut aussi évoquer des parallèles entre discours vidéoludiques et discours filmiques ou encore discours cinématographiques que Raphaël Costa de Beauregard définit notamment comme cohérence au sens véhiculé par des éléments faisant système pour un spectateur qui y investit l'image d'une source énonciative. Cela étant, l'orientation que j'ai avec les Mother Tales invite à remettre en perspective ces définitions du discours, de sa construction et de sa circulation, tant les pratiques des communautés des joueurs et joueuses sont nombreuses et tant ces jeux occupent encore aujourd'hui une partie de l'espace médiatique. Il est très difficile de prendre la mesure de ces phénomènes, mais à titre d'exemple, j'ai fait quelques recherches booléennes sur le moteur de recherche, donc Google, et cela indique à quel niveau se situent ces jeux. Donc, on a des jeux qui sont minimalistes, mais qui se situent quand même entre des superproductions, comme c'est le cas d'Undertale, hein, qui, en termes de recherche, se situe entre Red Dead Redemption et Assassin's Creed.
De fait, parce que mes travaux sont orientés par ces jeux, cette orientation met en perspective de nouveaux éclairages et invite à renouveler notre conception de ce que peuvent être la discursivité vidéoludique, les jeux comme discours ou les jeux comme énoncés, et la façon dont ces discours et énoncés vont varier d'une session à une autre. Cet appui donc, sur les Movertail fait que de facto, la théorie que je portais est orientée par ce corpus, donc pour reprendre les mots notamment de Sarah Ahmed. Dans cette communication, je vais donc proposer une réflexion à propos des discours vidéoludiques. Je m'appuie principalement donc sur le corpus des Movertail, c'est-à-dire principalement la trilogie Moser, qui a été portée par Shigesato Itoi, le diptyque Undertale Deltarune de Toby Fox et un ensemble de productions communautaires en rapport avec ces jeux. Malheureusement, ce corpus de production communautaire est non exhaustif, mais j'espère qu'il servira au moins à titre exemplatoire. Après avoir présenté les façons dont les Movertail viennent rediscuter ce que sont les discours vidéoludiques dans une première partie, je présenterai quelques éléments théoriques sur lesquels je travaille dans le cadre de ma thèse et qui me semblent pertinents pour une étude actualisée des discours vidéoludiques. Excusez-moi. Voilà. Étant donné le cadre particulier de ce colloque et de cette communication, il m'a semblé que le plus simple était de poser plusieurs petites questions sur lesquelles les Movertail interrogent la conception des discours. Étant donné que ce colloque porte également sur l'herméneutique des jeux vidéo, la première question qui vient en tête est la suivante. Y a-t-il une bonne interprétation et des surinterprétations ? Pour répondre à cela, je vais vous raconter une petite histoire. À New Home, donc capitale des habitants vivant dans l'Underground, dans le jeu Undertale, qui est un lieu coupé du reste du monde, plusieurs rencontres avec des monstres vont éclairer l'audience sur le lore du jeu. Asriel et Kara, respectivement enfants monstres biologiques d'Asgore et Toriel et enfants humains tombés dans l'Underground puis adoptés par le couple, vivent paisiblement jusqu'à ce que Kara tombe malade et meurt de sa maladie. Asriel, souhaitant le ramener chez les humains, se fait attaquer et meurt par la suite de ses blessures. Malgré l'aspect très triste de cette histoire, il s'agit, avec l'introduction du jeu, d'un des seuls moments d'exposition véritable de ce lore durant lequel on en apprend plus sur le passé des monstres et en particulier sur la relation d'adelphité entre ces deux enfants. Les raisons qui poussent également Asgore à tuer chaque enfant humain arrivant dans l'Underground et comment il compte permettre aux monstres de redevenir libres. Cependant, certains dialogues présents dans le jeu tendent effectivement à nous suggérer qu'en réalité, Asriel aurait souffert d'une relation toxique et abusive, comme par exemple une ultime ligne d'Asriel dans laquelle on apprend que Kara détestait l'humanité et que clairement, Kara n'était pas la meilleure des personnes. On pourrait en rester là, ou comme les auteurs et autrices du Tumblr nochocolate.tumblr.com, qui est une référence en fait pour la communauté fan de Undertale, on pourrait également aller explorer le code même du jeu qui possède un script permettant de suivre la progression de l'audience lorsque cette dernière suit la route génocidaire durant laquelle elle va massacrer l'intégralité des personnages non joueurs rencontrés en combat. La dernière ligne de ce script, intitulée Murder LV, mentionne une variable inutile au script, mais tout de même présente, nommée self.murderboy. Il semble qu'il s'agisse de Kara. À nouveau, cela dresse un portrait encore plus sombre du personnage. Juste une petite. Ce qui est intéressant ici, ce n'est pas fondamentalement ce point de détail d'un jeu. C'est plutôt la façon dont une communauté s'approprie un contenu afin de proposer un certain nombre de variations d'un même discours. Plus que des surinterprétations, il est intéressant de positionner les lectures mineures comme des variations d'un discours qui pourrait être plus populaire au sein d'une communauté. L'exemple de la théorie présentant la relation toxique entre Asriel et Kara, défendue par No Chocolate, aurait pu être passé sous silence
si elle n'avait pas eu un écho particulier. Or, le statut d'Undertale fait que c'est une interprétation qui a été socialement validée plus de 3000 fois sur Tumblr. S'il s'agit clairement, encore une fois, d'une interprétation mineure, il devient difficile de la considérer comme une surinterprétation, tellement elle est socialement reconnue en ligne, au moins par un groupe qui reste un groupe mineur dans la communauté des joueurs et des joueuses, mais qui reste important. De fait, j'observe que les Mothertail nous invitent à dépasser la binarité typique que l'on peut retrouver dans les études des discours et dont l'objectif est de savoir si un message ou une lecture est légitime tandis qu'une autre non. Au contraire, les pratiques que j'observe dans mes recherches invitent à penser les jeux comme discours ou comme énoncés, comme étant des ensembles comprenant de multiples variations et alternatives en fonction du contexte dans lequel elles se développent, ou encore de la littératie de son audience et de sa compétence. De cela, une question nouvelle émerge: comment se construisent les discours vidéoludiques? Alors, la communauté des jeux Mother, pour cela, je vais m'appuyer plutôt sur les jeux Mother. Elle s'est structurée depuis la fin des années 90 autour de sites internet comme starman.net ou earthboundcentral.com. Depuis un peu plus de 20 ans donc, des passionnés contribuent, partagent, analysent, décortiquent les significations des jeux de la trilogie Mother. Par exemple, à travers le Discord de l'un de ces sites, un challenge était lancé dans le but d'inviter les participants à proposer des théories expliquant certains éléments et événements du jeu. C'était un challenge qui se situait, en fait, qui se passait toutes les 2 semaines, et toutes les 2 semaines, donc, il y avait une invitation à proposer de nouvelles théories expliquant ce qui se passe dans le jeu, ce que le jeu peut signifier. D'autres plateformes viennent également remplacer, en fait, Starman ou des sites web plus anciens, comme on peut notamment mentionner aussi earthbound.fandom.com, qui regroupe plus de 1500 pages dédiées aux jeux éponymes, ou encore motherforever.com, qui propose des nouvelles analyses, etc., et de nouveaux contenus. Ce qui est intéressant ici, c'est que ces contenus sont négociés entre les rédacteurs et les rédactrices à la façon de Wikipédia, avant d'être figés pendant une certaine période indéfinie. Un exemple très évocateur de cela concerne notamment le discours sur les représentations de genre dans le jeu Mother 3. Les Mad Gypsies sont des personnages du jeu et sont représentés comme des personnes androgynes avec des caractéristiques corporelles comme une pilosité faciale et des habits comme des robes, du maquillage, etc. etc. La LGBTQ Archive les considère comme gender non-conforming, non-binaire et implicitement genderqueer. Il semble que ces personnages sont basés sur les Okama, selon la LGBTQ Archive, et que Shigesato Itoi avait des intentions très respectueuses lors de leur intégration, si l'on en croit notamment certaines interviews qu'il a pu donner. Et on retrouve un peu donc ici l'interprétation d'une réalité sociale, celle de Shigesato Itoi, celle du studio, qui est interprétée en une forme de réalité vidéoludique. Cela étant, on peut se poser la question de savoir si un discours trans-friendly ou transphobe émerge de la rencontre entre les jeux et ses audiences. Aujourd'hui, il semble qu'il y ait une sorte de consensus suite à des discussions qui ont eu lieu sur le subreddit, notamment Ask Transgender, et sur l'un des sous-forums de starman.net que vous pouvez voir à l'écran. Le discours est relativement figé, mais les divers documents que j'ai pu évoquer et que vous pouvez voir à l'écran indiquent clairement qu'il y a bien eu une controverse a posteriori et pendant les jeux pour déterminer si ce discours était transphobe ou trans-friendly. Et il n'est pas dit que ce discours n'évolue pas dans le temps également. Fondamentalement, ce que je dis ici n'est clairement pas novateur. Si l'on peut évoquer l'existence théorique d'un discours modèle, c'est-à-dire l'idée d'un discours qui représenterait parfaitement un ensemble d'énoncés, ou ce que Olivier Mocco évoquait comme un discours anticipé, les discours effectifs, ceux qui peuvent être observés au sein des communautés, sont davantage le fruit de controverses entre la structure de jeu et l'audience, puis le fruit de controverses au sein même de ces audiences en fonction des profils des personnes joueuses ou des personnes qui observent, etc. etc.
De fait, il semble plus pertinent de considérer les discours vidéoludiques effectifs comme étant négociés entre des acteurs au sein de clusters qui s'intègrent finalement au sein d'un même réseau. Cela étant, il n'est pas question ici d'ôter les qualités discursives euh, des jeux vidéo. Il est davantage question de les resituer comme étant également des éléments du réseau dans lesquels les discours finalement se construisent. De fait, cette dernière phrase questionne la façon dont un discours va circuler au sein d'un réseau, chose bien évidemment que les Movertail interrogent. L'étude des discours est prise dans ce que Jan Bogost nommait le Game Player Problem en 2009, c'est-à-dire une distinction entre étude des jeux, soit par une étude de leur structure, ou plutôt leur expérience cadre, pour citer à nouveau Rémi Kayat, soit par des études de réception, et je renvoie à ce moment à pléthore de travaux en sociologie, en psychologie sociale, etc., deux disciplines qui interrogent la réception et les impacts des jeux vidéo. Une illustration de ce problème peut se trouver dans la mise en perspective d'études de réception en face de la réception médiatique de certaines productions populaires. Par exemple, Frédéric Sérafine a interrogé la portée philosophique d'Undertale à travers une enquête menée auprès de 560 joueurs et joueuses du jeu. Il conclut que Undertale n'est pas un jeu pacifiste, mais c'est un jeu clairement pensé pour susciter des questions et des discussions sur la violence et le pacifisme. On peut voir ici une certaine ambiguïté, toute légitime, à laisser une ouverture à la discussion pour ce qui est du discours en détail. En parallèle, l'essai vidéo de Brad Grow pour la chaîne YouTube Snowman Gaming positionne clairement le jeu, son discours sur la morale et la façon dont celui-ci va entrer en résonance avec l'audience pour être perçu comme pacifiste. Bien sûr, il n'est pas question ici de faire une équivalence ou de supposer que l'un de ces travaux est plus important que l'autre. Mais ce sur quoi je veux attirer l'attention, c'est sur le poids des productions populaires et la façon dont elles structurent les interprétations au sein des communautés. Nous avons là quand même, avec la vidéo de Snowman Gaming, c'est une vidéo parmi d'autres, mais c'est une vidéo qui a été vue presque 1 million de fois, socialement validée par des likes sur YouTube, plus de 30 000 fois, et avec un nombre important de commentaires renforçant certaines interprétations du jeu. Même si elle n'a pas été vue par l'ensemble des joueurs et joueuses d'Undertale, estimé à un peu plus de 3 millions en 2018, il est impossible de ne pas la considérer comme structurante. Elle sert en réalité ici, de mes observations, elle sert ici de point de concentration d'éléments discursifs et de redistribution de ces éléments. Tout, c'est exactement la même chose qui se produit avec le très récent essai vidéo What the Internet Did to Undertale, qui sort donc 5 ans après la sortie du jeu sur la chaîne Super Eyepatch Wolf et qui cumule près de 2 millions de vues en moins d'un mois. De fait, ces cas suggèrent que les documents produits servent de clusters d'informations. Il s'agit là de comprendre qu'en plus de leur statut de document, ils sont également des espaces d'échange et de discussion, rendant un discours ou une de ses variations plus importante au sein de l'ensemble du réseau dans lequel se déploie l'ensemble des variations des discours. Chaque trace est alors susceptible de réactualiser un discours ou de venir le contredire ou de lui associer une nouvelle signification. Envisager les discours vidéoludiques comme circulant dans un écosystème et au sein d'un réseau d'acteurs interroge alors sur la réappropriation de ce qui peut être nommé les éléments discursifs des jeux vidéo. L'une des conclusions de l'essai vidéo What the Internet Did to Undertale énonce qu'en 2020, le jeu originel, donc Undertale, ne fait plus que partie d'une galaxie en expansion d'univers alternatifs. Cela correspond avec la définition proposée par Laurence Rosier de la circulation des discours. Je cite, la circulation de discours désigne des mécanismes d'appropriation, de réalisation, équivalent à réénonciation, et de remise en relation discursive relativement organisée entre des espaces discursifs, texte, genre de texte, formation discursive, par des agents en circulation. Les univers alternatifs d'Undertale sont des productions créées par des fans du jeu de Toby Fox, permettant de poursuivre d'une certaine façon une relation affective avec les personnages du jeu.
C'est par exemple la proposition d'Aftertale qui démarre avec l'un des personnages du jeu, Sens, et qui qui à son tour décide de guider une version alternative de lui-même afin de lui faire éviter ses erreurs. Je ne vais pas toutes les mentionner car le fandom notamment consacré à ces univers alternatifs en recense un peu plus de 40, 46 exactement, allant du sérieux à l'humoristique en passant par l'horrifique, etc. Alors, malgré tout, impossible cependant de ne pas mentionner certaines variations comme Underfresh, un univers alternatif où tout le monde est cool et parle en lead speak, qui possède sa propre démo sur GameJolt, Outer Tale, qui se situe dans l'espace et qui est l'un des rares univers à posséder une bande son complète, ou encore Underverse, qui fait le projet de réunir l'ensemble de ces univers alternatifs en multiverse. Ces formes d'appropriation visant à prolonger un discours origine, pour reprendre Rosier, en fait, sont également présentes du côté de la trilogie Mother, donc bien sûr, dans une moindre mesure, mais par exemple, on a des jeux comme Mother Cognitive Dissonance, qui sont des créations de fans, des créations communautaires, et ce sont des jeux qui viennent combler en fait ce qui aurait pu être considéré comme une histoire canon. Et en fait, Mother Cognitive Dissonance vient s'insérer entre les deux premiers épisodes de Shigesato Itoi. Ultimement, les créations réalisées et leurs appropriations diverses au sein des communautés invitent à repenser certaines préconceptions des discours. Tout d'abord, le fait de parler d'univers alternatif plutôt que d'univers étendu est un changement sémantique intéressant qui positionne le jeu origine de manière équivalente au sein de tout un écosystème de production. Donc par ailleurs, contrairement à ce que peut être l'univers étendu de Star Wars, un seul acteur au sein d'un... Finalement, là, un seul acteur n'a pas la possibilité de défausser ou de supprimer ces éléments. Encore une fois, il n'est pas non plus question de dire que toute chose est équivalente, etc. Cela permet cependant de situer la co-construction d'un discours au sein d'un réseau. Quelle communauté l'a fait émerger et l'entretient finalement. Et enfin, bien sûr, comment ce discours ou ces énoncés vont circuler. Toutes ces réflexions, ces questions amènent à une certaine quand même conclusion, à une certaine prise de hauteur par rapport à mon corpus de thèse. À travers la démonstration effectuée, il semble intéressant de suggérer que l'orientation que j'ai avec les Mothertale pousse également à dépasser donc les cadres typiques de la sémiopragmatique, c'est-à-dire l'interprétation des signes dans un contexte de jeu particulier, cadre notamment travaillé par Sébastien Janvaux dans son HDR en 2013, pour affirmer la dimension socio-constructiviste des discours vidéoludiques. Pour reprendre donc Peter Berger et Thomas Luckmann, qui écrivaient que la réalité sociale est une construction sociale, on peut suggérer que les discours vidéoludiques sont également des constructions sociales. De fait, contrairement à une définition qui ne se focaliserait que sur les énoncés, et donc dans notre cas les jeux vidéo, l'expérience cadre ou encore les stratégies discursives mises en place par le game design, il est intéressant de faire un parallèle entre discours vidéoludique et discours sociologique. Pascal Fugier, en 2008, définit les discours sociologiques comme étant, je cite, des interprétations d'un morceau de réalité sociale construite à partir d'une boîte à outils conceptuelle et méthodologique. Je propose donc de définir les discours vidéoludiques comme étant des interprétations d'un morceau d'une réalité vidéoludique construite à partir d'une boîte à outils issue du game design, lorsqu'il s'agit de traduire une réalité sociale vers une réalité vidéoludique, et de la littératie vidéoludique, lorsqu'il s'agit donc de traduire une réalité vidéoludique vers une réalité sociale. Ici, la réalité vidéoludique correspond à l'ensemble des éléments en action, visibles, audibles, interactifs et non interactifs présents dans un objet jeu vidéo ou dans son code, tandis que les réalités sociales renvoient respectivement au contexte de production et d'expérience. Cette définition est intéressante car elle encastre de facto les discours dans une perspective plus étendue qu'une étude des structures de jeu ou de sa réception. C'est vraiment la relation finalement qui nous intéresse ici. Aussi, cette conceptualisation positionne les discours vidéoludiques non pas comme précédant l'acte de jouer, mais comme des constructions qui se font et se défont en jeu et hors le jeu. Autrement dit, les discours vidéoludiques sont ici des co-constructions, ici des issues de controverses entre une expérience cadre qui va mobiliser des stratégies discursives spécifiques, par exemple agencer une séquence spécifique d'exposition à un message précis,
et une ou des audiences qui, par leur stratégie interprétative, vont s'approprier les éléments d'un jeu, en apporter d'autres, etc. Autrement dit, les discours vidéoludiques sont ici des... je suis en train de relire à nouveau. Hop, 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 hop. Ce qui semble ressortir de l'étude d'Emovertail, c'est que penser les discours vidéoludiques comme le résultat de controverses au sein d'un réseau qui évolue en même temps que ses acteurs et les écosystèmes dans lesquels ils se situent, eh bien, finalement, c'est ce qui correspond au Movertail et c'est ce que moi j'applique dorénavant aussi quand je mets en place une étude des discours vidéoludiques. De fait, si l'on peut faire l'hypothèse d'un discours modèle, il est surtout question ici d'observer les variations d'un discours qui positionne le jeu origine simplement comme une variation qui s'inscrit dans un réseau plus large de production médiatique, de clusters qui agissent comme interface de discussion et d'acteurs qui vont, par les controverses qu'ils génèrent, réactualiser un discours vidéoludique, en faire émerger un autre, faire d'un jeu un énoncé d'un autre discours, etc., etc. Plus qu'une vision figée des discours, il faut donc les appréhender dans leur façon de circuler au sein d'un réseau ou dans leur façon de circuler au sein de systèmes de réseau. Ce faisant, cette proposition théorique permise par l'orientation que j'ai choisie dans le cadre de mon travail doctoral, permet de dépasser notamment le game player problème de Bogost. Et surtout, propose une flexibilité et une adaptabilité permettant d'appréhender l'évolution des discours, leur complexité et aussi leurs incohérences. Malgré tout, il n'est pas question de tomber dans un relativisme absolu où toute chose se vaut. Il est davantage intéressant ici de situer cette conception des discours vidéoludiques dans le prolongement des travaux sémiopragmatiques ou encore de certaines théories comme celle de la fiction quantique d'Alexis Blanchet qu'il partageait en 2010. C'est en tout cas et en tout état ce que me suggère l'étude d'Emovertail et que j'ai partagé avec vous aujourd'hui. Et je vous remercie beaucoup pour votre écoute et pour m'avoir permis cette intervention qui reste ultimement une variation de ce que pourrait être une interprétation des discours vidéoludiques. Je vous remercie. Merci beaucoup, Esteban. Très frustrant de ne pas pouvoir applaudir parce que si on applaudit juste nous deux, ça va faire un peu bizarre au niveau sonore. Mais le chat Twitch est en train d'applaudir par écrit, donc ça. Donc oui, merci beaucoup d'avoir ouvert le bal des communications. Je précise au chat Twitch que s'ils veulent poser des questions, c'est le moment de les écrire. Je précise aux autres intervenants aussi que vous avez une petite main près de l'icône de la caméra et de votre micro qui vous permet de lever la main si vous souhaitez poser une question ou faire un commentaire. Pour ma part, je vais ouvrir le bal parce que j'ai vraiment été intéressée par ta présentation par plusieurs aspects. Et notamment quand tu expliquais la variété des interprétations des mots d'Hortel et finalement le fait que la recherche de la vérité dans l'interprétation devient un peu secondaire par rapport à la validation sociale des différentes interprétations, parce que c'est le fait que telle vidéo va être beaucoup vue, beaucoup likée, etc., qui va la faire devenir plus ou moins canon ou fanon plutôt, comme on dit dans les études de fans. Donc voilà, la recherche de la vérité finalement apparaît un peu comme secondaire. Et du coup, je me demande si tu as une interprétation sur le type de plaisir ou les objectifs personnels finalement qui sont développés par ces joueurs théoriciens. Est-ce que c'est un plaisir qui relève de l'exercice littéraire et proche de la fanfiction finalement? Est-ce que le but c'est de jouer à imaginer des fictions alternatives et c'est un peu ça que laisse penser ton idée, enfin ta prise en compte des univers alternatifs finalement? Ou est-ce que c'est autre chose? Parce qu'il y a quand même une ébauche de démarche scientifique ou interprétative. Les joueurs théoriciens vont quand même chercher des preuves ici et là dans les jeux. Ou est-ce que c'est le plaisir de la controverse, qui est un autre élément que tu as apporté? Donc est-ce que c'est le plaisir de se disputer finalement et de débattre sur Internet et de ne pas être d'accord? Voilà, en fait, je me demande comment s'articulent ces différents objectifs-là et est-ce que tu as une hypothèse aussi sur l'existence d'une frontière vraiment entre théorie, interprétation et fanfiction? Est-ce qu'elle existe? Et si oui, où est-ce qu'elle se situe finalement?
Il y a plusieurs questions imbriquées dans ma question. Je note quand même, si j'ai bien compris, je note 2 questions. La première, c'est qu'est-ce que je peux penser en fait du plaisir de faire émerger des discours vidéoludiques, comment j'interprète cela. Et du coup, la deuxième question, quelle est la limite canon-fanon qu'il pourrait y avoir? Est-ce que j'ai bien compris? Oui, la limite Ou, plutôt, en fait, dans le prolongement de la première question, la question de la limite que je me pose, c'est entre fanfiction et théorie, quelle est la frontière finalement? Parce qu'une partie des théories que tu as présentées ressemble à des fanfictions, en fait. Oui, oui, oui. Alors, pour évoquer la première question, vraiment, donc celle alors moi, je suis en total accord avec ta perception du fait voilà, de faire émerger des discours parce qu'il y a un plaisir justement un plaisir presque est-ce qu'il y a un plaisir intrinsèque, un plaisir extrinsèque de faire émerger ce discours au sein de pratiques culturelles extrêmement variées. En fait, moi, la façon dont j'oriente cette question et que je la formule, c'est plutôt en fonction des objectifs hypothétiques que peuvent servir ce type d'interprétation. Et au sein des Movertail, notamment, il y a alors moi, je ne positionne jamais rien en catégorie figée. C'est vraiment un de mes grands peut-être un truc à retravailler, à améliorer. Mais globalement, j'observe beaucoup soit on va dire des interprétations, des intentions, des discours qui vont avoir une intention d'expliquer fondamentalement le lore, et donc il va y avoir une intention de s'immerger dans le lore du jeu et de s'immerger là vraiment au sens, bon pas au sens forcément de l'immersion, mais vraiment il y a une intention de comprendre le mieux possible l'intégralité des détails présents au sein d'un jeu. Donc, quand on a certaines théories qui viennent expliquer pourquoi, par exemple, je sais pas, dans l'un des challenges qui avait lieu sur Starman.net, c'était il fallait expliquer pourquoi à un moment du jeu on observe un asset qui représente le crash d'un avion. Et en fait, c'est quelque chose d'extrêmement précis. Et pour moi, en fait, ce que ça signifie, en fait, c'est le plaisir. En fait, il se trouve dans l'explication et la clarification absolue dans une dimension, vraiment dans une perspective. On a envie d'explorer le plus possible le jeu, ce qu'il a pu signifier, et etc. Et après aussi, il y a les intentions aussi, les intentions qui cherchent plutôt. Donc finalement, en fait, là, le plaisir, c'est la compréhension de la réalité vidéoludique. Et moi, quand j'emploie le terme de réalité vidéoludique, c'est en fait pour ne pas parler de fiction qui serait dissociée d'une réalité. En fait, je considère la réalité vidéoludique et la réalité sociale. Et pour moi, voilà, en fait, c'est ça, c'est les discours. Il va y avoir un plaisir d'explorer en profondeur cette réalité vidéoludique. Et à l'opposé, mais tout ça, ça pourrait être une forme de continuum, encore une fois, il pourrait y avoir aussi l'intention, le plaisir d'explorer sa propre réalité sociale par le biais de la réalité vidéoludique. Et ça, c'est ce que fait, par exemple, tout simplement corréler des observations qu'on fait en jeu et les considérer comme des énoncés de discours plus larges sur les genres, comme j'ai pu évoquer dans ma communication, ou sur d'autres sujets. Ce qui me fait aboutir du coup à ta deuxième question. Et alors moi, ce que j'observe dans les communautés, quoi qu'on dise des communautés, notamment des communautés Undertale, qui ont été par moments et dans certains endroits très toxiques, que ce soit pour des streamers ou par rapport à elles-mêmes, en fait, moi, ce que j'observe, c'est globalement quand même il y a vraiment une volonté de partager, de créer collaborativement et de se réapproprier les œuvres. Et en fait, c'est ça qui m'intéresse. Et quand je parlais dans ma communication en fait, il y a un glissement sémantique entre univers étendu et univers alternatif. En fait, l'existence d'univers alternatif nous dédouane totalement
de devoir se justifier, de devoir absolument tenir en compte l'interprétation d'une autre personne. Si moi j'ai envie de faire un univers alternatif dans lequel le personnage de Sens est super cool et c'est un DJ et c'est très cool, eh ben j'ai le droit, parce que si je le positionne comme univers alternatif, et ça ne vient pas, en fait, ça ne vient pas attaquer de manière toxique la production des autres. Et c'est là où, du coup, il va y avoir, c'est là où ça devient important. Et là, pour citer de tête, Michel Callon donnait une interview sur notamment la théorie de l'acteur réseau. Il disait que c'est dommage, en fait, de toujours faire référence au contexte sans spécifier le contexte. C'est un peu une facilité de l'esprit. En fait, moi, ce qui m'intéresse finalement, c'est d'observer au sein de ce réseau d'acteurs, en fait, qu'il va y avoir des communautés qui vont considérer des fanfictions comme étant des prolongements théoriques d'analyse de la réalité vidéoludique. C'est le cas de Mother Cognitive Dissonance pour une certaine partie des joueurs, des joueuses qui ont effectivement joué du coup à Mother Cognitive Dissonance. Et en fait, c'est ça qui m'intéresse. En fait, on est sur des objets qui vont parfois être objets frontières et qui viennent exploser les catégories, soit de théorie, soit de fans de création artistique, ou etc., mais qui viennent aussi exploser les cadres du fanon et du canon, en fait. Voilà. J'espère que ça répond Bah oui, un petit peu à ta question. pour ta réponse. J'aime beaucoup ce que tu dis sur le plaisir de comprendre la réalité vidéoludique. Et d'ailleurs, la conclusion de ta communication sur le fait que ta communication n'est finalement qu'une part des univers alternatifs. C'est vrai qu'au final, ça crée un pont entre ces théories de joueurs et ce qu'on fait nous aussi, dans le sens où le discours scientifique, c'est aussi une manière de réexplorer, de trouver du plaisir dans la compréhension du monde et des objets. Mais je vais me taire parce que j'ai vu que Laura voulait poser une question tout à l'heure. Tu as baissé ta main, je ne sais pas si ça... Non, mais c'est une question de noob, et je pense que Esteban a déjà répondu à 90% grâce à ta question aussi. Donc, je peux y aller, hein, mais parce qu'en fait, moi, ce qui m'a beaucoup plu, en fait, c'est le discours sur l'empouvoirment des joueurs et des joueuses, et la notion de la co-construction du discours avec la communauté. Est-ce que, du coup, là, on est complètement après une période où on aurait une domination d'un studio sur son propre jeu, et puis, question, mais c'est une question voilà, qui vaut ce qu'elle vaut, hein. Est-ce que ce ne serait pas encore une autre différence entre l'objet jeu vidéo et puis d'autres types de médias où finalement, il y a toujours un auteur qui qui est très content de son truc, sauf peut-être les séries télé, sauf peut-être d'autres trucs plus modernes, mais je te laisse la parole. Pardon. Alors, donc si j'ai bien compris, c'est finalement comment les Movertail en fait se distinguent d'autres jeux et d'autres médias dans cette liberté d'expérimenter les discours et de les co-construire au sein des réseaux. Est-ce que j'ai bien compris Il y a de ça, effectivement. Moi, je ne connais pas du tout la série des Undertale et puis des jeux de Mother. Mais est-ce que, d'ailleurs, du coup, c'est pas la même chose dans d'autres jeux vidéo? Parce que pour moi, en fait, j'ai l'impression que d'autres jeux peut-être font la même chose, mais peut-être que je me trompe. Et oui, en fait. Esteban, je vais intervenir pour ajouter une question à celle de Laura, parce que sa question introduit très bien une question du chat et j'ai l'impression qu'il y a moyen de les articuler. Qui est de Iiska. Ah oui, ouais, je vais la voir. Oui, tu l'as lu peut-être. Donc, du point de vue du créateur, est-ce qu'il y a un moment critique où il faudrait intervenir pour justifier une interprétation plutôt qu'une autre? Oui. Voilà, c'est dans le prolongement de ce que demandait Laura. Oui, merci. Donc merci beaucoup en tout cas pour ces deux questions. Alors il se trouve que les Movertail, ils ont une particularité au niveau de leur contexte de production, c'est-à-dire que leurs auteurs principaux, donc Shigesato Itoi et Toby Fox, sont très très peu présents sur la sphère médiatique. Et ils sont très très peu présents sur les réseaux sociaux. C'est un peu l'inverse pour
pour tisser un trait d'humour, hein, c'est un peu l'inverse de ce que l'on peut avoir avec J.K. Rowling, par exemple, ce qui peut être une très bonne chose, du coup, hein, de ne pas avoir ce type de comportement en ligne. Mais ce qui fait que Shigesato Itoi et Toby Fox ont laissé pendant très longtemps, donc Shigesato Itoi, en fait, il a laissé pendant 20 ans un champ libre à l'exploration, l'expérimentation, etc. Sachant qu'en plus, ce sont des jeux japonais. La controverse que je mentionnais, hein, sur les Magypsy, c'est une controverse qui est très très située également géographiquement. Et Toby Fox, lui, en fait, donc Undertale, c'était un jeu qui a été fait principalement par Toby Fox, mais en petite équipe. Et en fait, Toby Fox, c'est quelqu'un qui, des quelques extraits qu'on peut avoir de lui, c'est quelqu'un qui n'apprécie pas la célébrité et qui ne s'exprime très peu, voire pas du tout, sur les réseaux, sur les interprétations de son jeu, etc. Et ça peut être aussi une très bonne chose, hein, très bonne stratégie, hein, de ne pas s'exprimer, de laisser faire en fonction des, parce que en fait, donc Toby Fox en l'occurrence, hein, il a fait son jeu, il était dans le début de sa vingtaine. Et en fait, il a été complètement submergé par la célébrité. En fait, hein. C'est vraiment quelqu'un qui s'est retrouvé dans cette situation-là. Donc en fait, il y a eu un champ libre laissé aux communautés. Et du coup, c'est un champ libre aussi qui arrive, en tout cas particulièrement pour Undertale, qui arrive aussi après la décision notamment de Disney de dire oui, mais en fait, les productions de fans, non, en fait. Et c'est là aussi, pour moi, je ne peux pas dire c'est corrélé ou je ne peux pas l'affirmer ça. Mais j'ai l'impression quand même que comme ce sont des choses qui arrivent après cette décision notamment de Disney de balayer, de faire tabula rasa de des décennies de production communautaire autour d'une œuvre, en fait, ça a aussi permis à ces communautés en fait de mettre en place des mécanismes de protection de leur propre création. Et c'est pour ça que aussi je considère notamment le fait de dire que ce sont des univers alternatifs, en fait, l'emploi du terme alternatif, c'est ici aussi une mécanique de protection. Et du coup, ça fait écho du coup à la deuxième question, donc celle qui a été posée dans le chat, qui à quel moment finalement l'auteur hypothétique, mais on va dire le studio ou la maison d'édition ou l'entreprise qui produit le jeu doit intervenir doit intervenir dans le débat public, dans la controverse pour dire mais attention, mon jeu c'est pas ça. Et en fait, alors il y a une notion que je développe notamment via certains écrits que j'ai sur mon carnet de recherche, mais que je vais aussi mobiliser dans le cadre de ma thèse, que j'intitule le risque discursif. Et pour moi, en fait, les studios, et c'est une question qui se pose particulièrement pour les très très gros studios qui veulent contrôler leur image, machin, etc. En fait, il doit être calculé dans le process de production d'un jeu. Il doit être calculé à ce que moi j'appelle un risque discursif, c'est-à-dire un risque que le discours co-construit par mon jeu ne soit pas celui que j'ai envie, moi en tant que studio, qu'il le devienne. Un exemple de risque discursif, c'est ce qu'a vécu donc Rockstar en 2018 avec la sortie de Red Dead Redemption 2. Quand en fait on a eu une pléthore de joueurs et de joueurs qui se sont mis à tourner des vidéos qui harcelaient des personnages, des suffragettes dans le jeu, avec clairement l'intention de dire bon bah en fait les suffragettes de Red Dead 2 sont l'équivalent de féministes contemporaines, donc je vais avoir des comportements honteux et complètement de salaud, pour m'exprimer scientifiquement, bien sûr. Et en fait, pour moi, quoi qu'on dise, en fait, Rockstar a permis à ce moment-là, a permis une structure de jeu, une expérience, a mis en place des stratégies discursives, mais qui pouvaient aboutir à ce risque discursif, donc le fait, finalement, la création de vidéos qui vont tenir des propos oppressifs, etc. Bon. On peut se poser aussi la question des contenus oppressifs dans le jeu, bien sûr.
Donc du coup, pour moi, l'intervention, elle doit se situer là. Déjà, elle doit se situer au niveau de la création du jeu. Donc, par le biais, on parle beaucoup du UX research dans les entreprises. Pour moi, il y a et c'est important aujourd'hui de mettre en place par exemple, de faire de la user research sur les comportements éthiques ou pas des joueurs et joueuses quand elles jouent à mon jeu. Et aussi, elle doit être contrôlée, tempérée après post-launch médiatiquement sur finalement comment en fait ok, mon jeu il va permettre la co-construction d'un discours oppressif, mais moi en tant qu'acteur, comment je me situe par rapport à ce discours. Et donc finalement, c'est là où pour moi, c'est là où l'intervention se passe. C'est est-ce que Rockstar a envie d'être associé à tel discours? Est-ce que Rockstar a envie de nuancer, de contrebalancer, de se positionner clairement ou pas clairement par rapport à certaines problématiques issues de ces jeux? Et en fait, je suis désolé si la réponse est un peu confuse, mais c'est un peu, en fait, finalement, c'est là où se positionne quand même l'auteur et l'autrice. Alors, bien sûr, donc, tous les studios, il y a des studios qui vont avoir une politique de non-intervention. C'est ce que fait Toby Fox. Mais on va avoir aussi, on peut supposer que plus le studio va être gros en termes de masse salariale, en termes de chiffre d'affaires, et plus il va y avoir une intention de vouloir contrôler médiatiquement le discours tel qu'il se co-construit au sein du réseau. Mais après, en fait, c'est presque du cas par cas, en fait. Après. Je suis désolé, en fait, je boucle ma réponse en disant c'est au cas par cas, ce qui est un peu nul, mais bon.